et qui avait fait 9 morts. Merci beaucoup Olivier Bois. On passe à l'actualité internationale dominée par le débat sur le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN, parce que le chef de l'État doit cet après-midi justifier, officialiser en quelque sorte ce rapprochement qui fait l'objet de nombreuses critiques, y compris dans les rangs de la majorité. On attend donc des précisions, des réponses peut-être que le chef de l'État apportera. Nicolas Sarkozy qui prononce, Gilles Hervé, le discours de clôture d'un colloque de la Fondation sur la recherche stratégique. Oui, la décision est déjà prise. Elle a été annoncée à plusieurs reprises. Elle sera débattue à l'Assemblée nationale le 17 mars prochain. Elle sera officialisée début avril lors du sommet de l'Alliance Atlantique. L'intervention du chef de l'État vient donc alimenter un débat largement entamé, débat politique, mais qui dépasse le clivage classique entre majorité et opposition. La France fait donc partie de l'OTAN depuis sa création en 1949. Elle est l'un des principaux contributeurs et budgétairement et en termes d'effectifs. Elle a récemment participé aux principales opérations militaires, Bosnie, Kosovo et Afghanistan. Elle intègre la quasi-totalité des comités de commandement, mais, et c'est l'objet du débat, elle se prépare à réintégrer tout ou presque tous les postes de commandement intégrés qu'elle avait quittés en 1966, à l'initiative du général de Gaulle, dans un contexte de guerre froide et de présence américaine en Europe totalement différent de la situation actuelle. Les partisans de cette réintégration mettent en avant précisément la situation géopolitique nouvelle, la fin d'une certaine hypocrisie, la possibilité de peser un peu plus dans les décisions de l'Alliance. Les partisans du contre estiment au contraire que la France se lie les mains, perd une certaine indépendance appréciée et utile diplomatiquement pour des avantages insignifiants. Est-ce vraiment utile? Est-ce vraiment préjudiciable pour la France? Ce sont les questions posées à un président qui, en l'occurrence, a pour handicap des prises de position jugées, pour certains, trop atlantistes, pour pouvoir répondre en toute indépendance. Merci beaucoup Gilles Hervé. Et on est en ligne avec Paul-Marie Coutot. Bonjour. Bonjour. Député européen souverainiste qui a annoncé hier qu'il va conduire une liste en Île-de-France. Alors l'IFOP, Paul-Marie Coutot, on va revenir là-dessus tout à l'heure, mais un mot évidemment sur l'OTAN d'abord, puisque c'est pour ça qu'on vous a demandé d'être avec nous aujourd'hui. Une majorité de Français se déclare favorable à l'initiative, donc est-ce qu'une page n'est pas tournée aujourd'hui par rapport à cette question de l'OTAN ? Oui, je pense que ce sondage intervient un peu tôt. Les informations ne sont pas encore arrivées, je pense, dans l'esprit des Français. Finalement, la seule question, c'est est-ce que la France reste encore une voix dans le monde, une voix propre, une voix particulière, une voix qui a des échos et qui, en retour, donne à la France une sorte d'image d'elle-même, c'est-à-dire d'unité. La France, elle marche au fond à l'idée de politique étrangère. C'est la politique étrangère qui tient le pays. Et à force de s'intégrer dans ce qui la dépasse, dans ce qui la dépossède d'elle-même, l'Union européenne d'un côté, qui est pas sans lien d'ailleurs, et d'autre part l'OTAN, eh bien, elle va se désintégrer elle-même. Alors vous parlez d'informations, Paul-Marie Coutot, que les Français n'auraient pas encore ou qui ne seraient pas encore parvenus. Alors allons-y concrètement, qu'est-ce que ça peut changer pour la France ? C'est-à-dire que c'est pas des informations techniques qui manquent. On a beaucoup technicisé le sujet. En réalité, ce sont des questions de principe. Et je pense que lorsque les Français seront devant la question suivante, est-ce que la France reste encore une voix dans le monde distincte des États-Unis? Je pense que la majorité des Français voudront rester ce que la France est depuis toujours, c'est-à-dire une nation qui a, encore une fois, sa voix propre. Est-ce que l'arrivée de Barack Obama à la présidence à Washington ne change pas la donne et votre observation, notamment par rapport à cette participation de l'OTAN? Oui. Obama attire la sympathie générale, donc ça donne un aspect plus chaleureux, mais ça ne change pas grand-chose au fond de l'affaire en réalité. Et je m'interroge d'ailleurs sur la présence lors des manifestations dites de réconciliation à Strasbourg et Kiel, la présence de la chancelière Merkel. C'est très étrange que le lien entre Paris et Washington semble passer par Berlin. Et c'est une gifle au général de Gaulle, dont la politique de réconciliation franco-allemande avait pour but principal d'attirer l'Allemagne en dehors de l'affaire d'influence américaine. Là, il se passe exactement le contraire de ce qu'a voulu le général de Gaulle. C'est l'Allemagne, et à travers l'Allemagne, l'Europe, qui semble nous ramener, enfin l'Europe, l'Union européenne, c'est le contraire de l'Europe d'ailleurs, qui semble nous ramener dans le giron américain. C'est vraiment à angle droit le contraire de ce que le général de Gaulle a voulu faire. À vous entendre, on a presque l'impression que, disons, l'intégration dans l'OTAN impliquerait une plus grande dépendance par rapport à l'Europe, et ça serait presque plus gênant que par rapport aux États-Unis. Oui, je rappelle que dans le traité refusé par les Français, et qui est repris honteusement d'ailleurs sous la forme du traité de Lisbonne, le sigle OTAN apparaît 7 fois.
Et la politique étrangère commune est censée se conformer à la politique de l'OTAN. Donc cette double intégration est un emboîtement que nous avons toujours dénoncé, nous souverainistes, que je dénoncerai dans ma campagne. Alors justement, on en dit un mot, si vous voulez. Vous avez lancé votre campagne hier. Derrière l'Union européenne, il y a finalement l'OTAN et les États-Unis. Vous êtes candidat sur cette liste souverainiste en Île-de-France. Vous allez être en concurrence avec votre ancien allié Philippe de Villiers, qui lance sa campagne d'ailleurs aujourd'hui aux côtés de Frédéric Nious, le président de Nature, Chasse, Pêche, Tradition. Ça va être un peu compliqué pour les électeurs souverainistes de s'y retrouver. C'est le même sujet que précédemment. Philippe de Villiers a conclu une alliance avec Libertas, c'est-à-dire Declan Ganley, un homme d'affaires anglo-irlando-américain, qui vit d'ailleurs à Washington et qui a qui tente de prendre le contrôle de l'ensemble des nonistes. C'est une affaire très grave que je dénonce. Évidemment, il a beaucoup d'argent. Évidemment, il a tout ce qu'il faut pour persuader les députés de le suivre, mais je ne marche pas dans cette manipulation qui est d'ailleurs refusée par la majorité des délégations de mon groupe ici. Je vous parle de Strasbourg, au Parlement européen, qui ont refusé de marcher dans la machine Libertas, qu'ils ne contrôlent pas, sans compter que M. Ganley a des positions très étranges, par exemple en faveur de l'élection d'un président de l'Union au suffrage universel. Alors ça c'est pour les autres, mais vos principaux thèmes de campagne à vous, en quelques secondes, Paul-Marie Couteau, pour terminer. C'est l'indépendance. C'est l'indépendance de la France. C'est l'indépendance de la France vis-à-vis des oligarchies de Bruxelles, liées d'ailleurs aux oligarchies atlantiques d'une manière générale, et la reprise en main de la France par elle-même, des Français, de leurs propres intérêts. Et aujourd'hui, plus que jamais, on voit bien que le principal secours, c'est l'État, et c'est la politique traditionnelle de la France, notamment ses solidarités. Je crois qu'il faut que, face à la crise, les Français reprennent possession d'eux-mêmes et que le pouvoir reprenne le pouvoir sur des bases de la politique traditionnelle classique, c'est-à-dire la nation contre les empires et l'autorité de l'État contre les féodalités, y compris financières. Paul-Marie Couteau, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Condamnation à l'instant de l'ancien vice-premier ministre irakien Tarek Aziz ainsi que de Ali Hassan al-Majid, plus connu sous le nom d'Ali le Chimique. 15 ans de prison, donc chacun pour crime contre l'humanité, pour leur responsabilité dans l'exécution de 42 commerçants. C'était en 1992. Le procès très attendu aux États-Unis et dans le monde aussi, celui de Bernard Madoff, qui va s'ouvrir demain à New York. Le financier américain accusé d'une des plus importantes fraudes financières de l'histoire décide de plaider coupable des 11 chefs d'accusation. Il est passible de 150 ans de prison. Journée ensoleillée sur le sud-est, ailleurs un temps plus variable avec de belles éclaircies, quelques averses sur le Massif central et les Pyrénées, des températures de 6 à 18 degrés du nord au sud. Tout arrive. Arnaud Laporte, c'est à vous pour la seconde partie.